Yep. Perfect. Okay. So thank you for joining us. My name is Serge Chaloup. Just before I go through introductions and start sharing my screen, I was just hoping everyone can mute themselves. If you're using your computer or tablet, you can mute directly on Zoom. There's a mute button. If you're on your phone, if you could just go to your audio settings and just mute yourself, just so we don't hear any of the background noise for other people. Thank you. And without further ado, I'm going to go ahead and start sharing my PowerPoint. And so hopefully everyone can see that. And we'll go ahead and get started. So my name is Serge Chaloup. I'm a, I see a message. I'm just going to make sure that we are okay. Oh, that's just a reminder from Lori just how to mute. So my name is Serge Chaloup. I'm a small animal internal medicine specialist, born and raised in Montreal, and currently a senior instructor at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Calgary. And I am a member of the National Issues Committee of the CVMA. And one of my passions and interests is veterinary telemedicine. So we wanted to put together this webinar for you as a way to give you some basic information on what telemedicine is and what you can do to get started with it. So we'll go ahead and get started. So telemedicine, if we look at the definition, it's the practice of veterinary medicine occurring at distance using telecommunication between veterinarian and an animal owner. And I'll give you some examples of this. Just a sec, it looks like my slide advancer is not working. Okay, there we go. So essentially, it's a tool of practice. This does not replace what we do. In other words, it's medical information that is communicated via electronic methods. Now, the key concept, which is going to be very important for the rest of this presentation and also for when you practice telemedicine, is that to practice telemedicine, you need to establish a veterinary client-patient relationship, or VCPR. This must exist. This is no different than what you're doing right now when a client comes to see you with their pet and you examine them, you hear their concerns, and you make some recommendations. When the client accepts those recommendations and you have enough knowledge to make some recommendations on that pet, that becomes a valid VCPR. It is no different with telemedicine. You need to have a valid VCPR. And I'm going to go through a little more on this in a minute. All other regulatory requirements, such as informed consent, must be followed for a veterinarian to allow to diagnose and treat a patient via telemedicine. So that is no different. So what is a valid VCPR? It's where a veterinarian, I'm sorry, I'm hearing, I don't know if, I think there's someone where their microphone might be on. So a valid VCPR is where a veterinarian has assumed responsibility for the medical care of a client's animal, and also the client has agreed to follow veterinarian's directions. So this indicates that a veterinarian has adequate knowledge of an animal to pursue diagnosis and treatments of various conditions. Again, we do the VCPR with our everyday appointments, and it's no different with telemedicine. We need a valid VCPR. This also implies that we will be able to offer timely care and follow-up of that animal. So establishing a valid VCPR most often requires a veterinarian to have completed a physical exam or an on-site visit for large animals. Once a VCPR is established, it can usually be continued by telemedicine using a veterinarian's clinical judgments on what is best for the animal. And this is true in most jurisdictions. However, in some provinces, such as in Ontario, and temporarily in British Columbia, Quebec, and Alberta, a VCPR can be established virtually using telemedicine. But this is, again, largely going to be based on clinical judgment for the necessity to do so. Just to go through some other definitions, what is telehealth? Telehealth is a global overarching term that includes all uses of technology aimed to deliver health information or education via remote means. So it's just a global term. Telemedicine is a branch of telehealth where a valid VCPR exists. And other branches of telehealth include teleconsultation and teletriage. So what are those things? Teleconsultation is a consultation using telecommunication that takes place between a consulting veterinarian and attending veterinarian who's seeking advice.
So some examples of this are things that we already do. Most of us already do this. It's discussing a medical case with a specialist, such as a radiologist, pathologist, internist, or even another colleague. Teleconsulting is not telemedicine. And the attending veterinarian getting this information is responsible for all the information gathered during this teleconsultation. Now, what is teletriage? This is providing general medical information by a veterinarian or a veterinary clinic staff member. So the goal of teletriage is that it's not intended to specifically diagnose or treat a patient. It is general information. So it's information given to facilitate prudent care, such as very basic general nutrition guidelines based on age of the patient or health guidelines, recommendation to screen certain diseases based on season or location, or the recommending of a pet coming in for an exam. So it's nothing specific. So now, a question most of you probably have is, am I allowed to offer telemedicine in my jurisdiction? So to answer that, it is very, very important to become familiar with your licensing body's regulations concerning telemedicine and the establishment of a VCPR, because they do vary from jurisdiction to jurisdiction. Because of the current pandemic, some provinces that we mentioned earlier are allowing for the temporary creation of a new VCPR virtually. So again, in general, a VCPR is usually established where a physical exam takes place, but because of the pandemic, certain jurisdictions are allowing a VCPR to be created virtually based on clinical judgment and the necessity to do so. One quick note is that a virtual VCPR is based on a veterinarian practicing through an accredited veterinary facility, hospital, or clinic. So just to put this in a diagram form, you're thinking about telemedicine. On the left in the green is if you have an existing VCPR. Telemedicine is allowed in most jurisdictions, as is right now, as long as that VCPR is still valid. If this is going to be a new VCPR, in most provinces, a physical exam is still required to establish that VCPR. A virtual VCPR is allowed to be created in Ontario and temporarily allowed in BC, Quebec, and Alberta, again, using clinical judgment. So how can you use telemedicine as a practitioner? So telemedicine is simply a tool that expands your ability to provide care to our patients. So we're talking about recheck examinations, chronic disease management in pre-existing patients, such as a patient with chronic diarrhea, for instance, with no major changes to status, and also preventative care examinations, such as renewing tick, flea, and heartworm medications. And of course, within the limitations of the current pandemic, it facilitates remote information gathering from animal owners with new or changing concerns. So this is certainly interesting in those situations where you can gather a lot of information from a client before potentially having to do an exam of some sort. And this also interesting to me because it may help to offer veterinary services to those that are less likely to visit veterinary clinics due to other concerns, such as distance, transportation, anxious animals, family situation, or even owner illness. So it definitely opens up an avenue for this. And also the limits to travel back and forth between the hospital and protects the hospital staff more. So how do you examine the patient in the context of telemedicine? There's two ways. There's the virtual assisted patient examination. So that's where the client is going to do the physical exam with your help. Obviously, there's going to be limitations to that. With an existing VCPR, that's very useful for rechecks because you already have a valid VCPR. You've already potentially examined that animal. So you're asking the owner to check for very specific things. With a new VCPR, again, it's important to refer back to your jurisdiction's regulations to see if you're allowed to establish a valid new VCPR virtually. And also, it's going to come down to your clinical judgment. Can you gain enough information from this patient with this specific complaint through a virtual exam, yes or no? And of course, the other way to examine the patient is a drop-off at the veterinary hospital. This allows for continued social distancing and also for diagnostics and treatments that can be carried out. So coming back to the exam, virtual versus physical. For a virtual exam, it's going to be important that that client can give you the information you need. So
to have a well-lit room, no distractions, and clear communication. And also it's important for the veterinarian to decide that whatever modality is used is in the best interest of the medical care. In other words, if there's discomfort over what you're finding on a virtual exam, well, then it's important to recommend for that patient to come in for a physical exam and potentially diagnostics. What are some limitations of telemedicine? Well, again, it's an extension of what we currently do. It doesn't replace what we currently do. It doesn't replace what a practitioner also deems important for the patient. There's no doubt there's limits to what a virtual exam is, limits to what a client can describe. We all know this from our current clinical situations where often we're looking at an animal and we're gaining information that the client just can't describe to us when we're doing our exam. There's limits to to information without diagnostics being done. And there are also limits to what technology can offer. So it's important to be aware of all these limitations when offering telemedicine to be able to provide it in the best way possible. Now, what about prescriptions? Well, when it comes to prescribing medications as veterinarians, this requires a valid VCPR. So that is no different. So again, if you're going to be prescribing medications using telemedicine, you need to check with a regulatory body to make sure this is okay. In general, if telemedicine is allowed in your jurisdiction and you already have an existing VCPR and this VCPR is still valid, then you should be able to prescribe most things. If telemedicine is allowed and a new VCPR can be established virtually, again, it's important to ask yourself, clinically and professionally, do you have enough facts, information? What is the severity of the condition? What type of medication you required? Are there significant side effects that you might be concerned about? And also the need for a physical exam or diagnostics prior to that medication. So it's important to consider these things before looking at prescriptions. What cases should I see using telemedicine? Well, the good news is there are some great resources that have been created on this. If you go to the CVMA page, you can actually, there is a companion document that goes along with this webinar that you can find on the CVMA page that has all these links. And also, of course, this presentation will be available to you. But there is a document there called Veterinary Medicine During a Time of Restriction of Elective Services and Social Distancing, created with Dr. Scott Weiss, and offers a comprehensive guideline on what could be considered essential services provided and what can be postponed, as well as what you could practice through veterinary medicine. The British Small Animal Veterinary Medical Association has a great triage tool as well, which is also, you could see right here. And again, it just brings out multiple different scenarios where telemedicine could be appropriate, where certain procedures or things should be postponed, again, because of the current pandemic, et cetera, all within the goal of providing social distancing and helping our clients stay safe and ourselves stay safe as well. Some other guidelines, if you're in Quebec, and I'll highlight this a little more during the French presentation after this, the AMVQ has created some very recent and great guidelines, also on how to practice telemedicine, what kind of cases you can use it for, and they give some great examples. And also the OVMA just published some updated practice guidelines, I think as of today, which I posted on here for you guys to see. So again, there's multiple resources that can help you figure out how to use telemedicine within your own practice. The important thing, again, to remember is that the establishment of a valid VCPR varies from jurisdiction to jurisdiction. So you need to know what you can do within your own jurisdiction. Now, consent, medical records, and recording with consultations. So when it comes time to consent, this is no different than your traditional physical exam and client appointment. Informed consent should always be obtained. It's important that if you're doing telemedicine, that a note in the animal's chart that verbal or written consent was received is made. In terms of medical records, again, there's no change in the requirements for this. The same requirements are necessary. The cool thing, though, is that some telehealth platforms, and I'll explain what those are in a minute, will assist with medical record keeping. So that's pretty neat.
And it's also a good idea to recommend to make some follow-up documents for the owner with a summary and plan. I think even more so with telemedicine, so that they know exactly what you were talking about and that there's no misunderstandings. When it comes to recording of your telemedicine session, so many communication platforms and telehealth platforms can record sessions. And this certainly can be helpful for your own medical records, also if you want to transcribe what happened later, also for consent, and also for sharing information with clients, because then the clients could potentially review this recording later and recall what you were recommending. Recording, though, is not necessary, and client consent should be obtained. So that is very important. If you're going to record, you need to get client consent. Now, in terms of what platform should you use, there is no Canadian veterinary medical standard when it comes to telemedicine platforms. The reality is a lot of you have already been practicing some degree of telemedicine through emails, text, videos, and pictures from your clients back and forth. That is a form of telemedicine, and that should have already been documented in your medical records. You can take this a step further with live streaming between you, the client, and the pet. So we're talking about everyday apps such as Skype, FaceTime, and others. There's also online communication platforms, which some of you may have already heard of. So one of them is Microsoft Teams, another one is Zoom, which is what we're using right now. And then there's more complete, elaborate platforms with higher security and more tools. And I'll just highlight a few of those in the resource section coming up. These are telehealth software platforms and solutions. So these platforms help you provide telemedicine. They're integrated in different ways in your practice. So when I talk about security, there's no doubt when we're talking about Skype, FaceTime, Teams, and Zoom, there are some, it's not necessarily the most perfect security. I'm definitely not an IT expert, but if you go into the news recently, you've probably seen some of the security concerns from Zoom and the fact that in the past they have claimed to be end-to-end encryption. And from what I understand, that is just not the case. So again, those are things that are going to be important to consider when considering a platform to use for telemedicine. So the choice really depends on your needs, the ease of use, the security. Are you looking for an integrated payment method, medical record documentation, your video capabilities, the number of users you're going to be using in your practice, and also bilingual service. So also a cool thing is that some of these Canadian telehealth platforms do offer bilingual services, and we'll get to that in just a sec. Now, when we talk about payment, well, again, telemedicine is an extension of your existing practice. I don't have any specific recommendations on what you should be charging. I think that's a conversation to have amongst yourselves. But in terms of how you can collect consultation fees and other fees, there's, of course, online platforms such as PayPal. And again, these telehealth software applications can also assist you in collecting payment from your owners. So at the end, this is also included in your document, the document that you'll find that accompanies telemedicine. The first one is the CVMA COVID-19 webpage. We do our best to keep this very much up to date. So if you click on these, I'll see if this works. I think it should still work since I'm sharing my screen. You can go on here and there's resources both in French and English in terms of definitions of essential services, what's going on the latest with animals in Canada. And then if you go down further, there's going to be additional resources linking you to different provinces, regulatory associations, and as well as some documents that you can find down here. And a lot of documents that we were talking about are mentioned, are linked over here. The next resource I've listed there is the AVMA telemedicine definition explanations. A lot of the definitions used today, and for a lot of the provinces that have telemedicine regulations, a lot of the definitions are taken from the AVMA document that you can see there. Dr. Weiss's blog, Worms and Germs, is fantastic for those who have read it, and also gives a lot of great ideas on different things you can do. The BSAVA triage tool is linked there. There's a link for Zoom, a link for Microsoft Teams. Again, it's important for you to look at these and see what's going to be best for you.
Jotform is an interesting template form maker, and you can see that linked over here. And then we have three, from what I can see, three Canadian telehealth platform providers in no particular order. The first one is SmartVet, which you can see there. The second one is Pawsey. And from what I understand, these two telehealth platforms do offer bilingual services. So for those who are practicing Quebec or New Brunswick or anywhere else you need French applications, and they include a lot of tools to help you practice telemedicine. GoFetch is another one that I don't quite know a lot about, but someone had told me about it and I did check it out a little bit. There's some other ones that you can see there. VetNow is a US telemedicine company. Doxy.me is actually a human one that has some free applications as well, but it is a US one. LifeLearn offers a telehealth and teletriage options there. And on that, I think we have about 5-7 minutes to get some of your questions. I just want to say thank you, and thank you for those who helped me prepare this presentation. You can see my email is there, and feel free to email me your questions on telemedicine. I'll do my best to answer and also share with you any of the information that I have collected thus far. So on that, I think we will go to questions. Laura, did you want me to just go through the questions one by one? Yeah, I can help you out and read them to you, Sarge, if that would make it easier. One of the questions we had was if the CVMA requires us to protect the security of our clients. And I suggested that that would be more of a provincial regulatory body question, but there's a follow-up wondering if any VMAs actually require that. Is that something that you would know? To be honest, I don't know. I would say that it is important to communicate with your local regulatory body concerning that. I mean, I think the security is likely important, but how to ensure that or what the regulations concerning that are, I'm not sure. And another question is, what are reasonable costs that we should charge for this kind of service? Again, that's a good question, and it's hard for me, being on the National Issues Committee and the CVMA, to make very specific recommendations. At the end of the day, though, you know, we're still offering veterinary medicine, and we're doing the very best we can with this current pandemic to offer that. It's, you know, veterinary medicine is has been declared essential across Canada. So I do think that, you know, there is a lot of value in what we could offer through telemedicine. Should it be, you know, the same cost as before? That's a difficult thing for me to comment. I think that really comes down to individual teams and, you know, and a discussion based on that. You know, but I would say if you're gathering information on telemedicine and you judge that a physical exam is necessary, I don't see why, you know, there may be a big difference in cost, but that's just my opinion. We just have a couple of comments about some platforms that might be good for people to use. And one is called REACTS, that's REACTS, and it's available in several languages. Oh, interesting. I haven't seen that one. So that's definitely one I'm going to jot down right now and take a look. Thank you. And we just have another comment that one clinic here has been charging their medical progress examination fees for telemedicine, which is $74 a consult, just as an example. That's actually good to know. And honestly, that's one thing I wish I had time to do is, and maybe if for those who are participating today, if you can email me your thoughts and ideas on this, I'd be very happy to know, just to get a feel of the landscape, what, for those who are already doing this telemedicine, what you're charging and if it's different than what, you know, you would be previously. I would appreciate that, actually. We've had another comment indicating that they suggest that you should charge the same price as you would for an in-person consultation, just because it might be argued later that somebody would rather just have the telemedicine
examination so they can be charged a lesser fee. Right. Yeah. So, and I can see here other people saying we're charging a, a regular exam fee, et cetera. And again, just like any paradigm shift, we're in the process of all, feeling this out and figuring out what to do. So I think it's great that people are already looking into this and starting to charge and use this. And another question, what are your thoughts on signing clients up to wellness plans via telemedicine now so that once we get back to normal, we can make sure everyone stays on top of preventative care? That's interesting. And I think that, that's a great thought, because in the sense that, the big question is telemedicine going to continue once this pandemic is done? I would say, again, in my opinion, yes. I think we are going to continue using telemedicine, and probably more than we did before. Are there going to be new ways to help us help our patients? That's always our goal, right? Is how can we help our patients? So, I think looking at telemedicine in that respect could be very, very interesting. So it'll be great to see what telemedicine does for us now that more people are going to be aware of it and going to be trying it out, and how it's going to help us be the best practitioners and provide the best care possible. Okay, thank you, Serge. And another question, is a current annual exam considered a valid VCPR? A current annual exam. So if you've examined the patient, then yes, that is considered a VCPR. So then based on that VCPR, you can continue telemedicine on that patient because you've established a physical VCPR. I don't know if that answers the question, but if not, whoever emailed that can email me. I'd be happy to answer. And I'll take note of these questions too and pass them on to you, Serge. Okay. Another question, if our doctors typically spent a lot of time on the phone with clients in the past, how do you draw the line between telemedicine and expectations clients have for off-the-cuff conversations? That, I was kind of worried that question would come up because as an internist, I talk a lot. I don't know if that's a quality or a default, but in any case, I know that, there's no doubt there's times I can spend a lot of time with the client. And the reality a lot of the time is it's borderline a recheck that I do on the phone, so what is considered telemedicine or not? Again, in my opinion, I think that is considered telemedicine, first of all, because it is an electronic means, even though it's a phone. And we always document these conversations. But at some point, what point do we convert that to our current thinking of telemedicine in terms of potentially even considering a recheck examination and doing it with a camera and a more official way than just a telephone? I think, again, these are great things that we're going to be exploring in the future. Yeah, and I can see people chatting about that right now. Yeah, there's a lot going on there. For new VCPRs in small animal practice, how do we ensure clients obtain an accurate weight of the patient? Well, that's a tough one. I mean, things that I've tried at home, it all depends on the size of the patient, right? I mean, if it's a medium to large breed dog, I could see going, person with dog and arm going up on the scale, if it won't break your back, might be a reasonable tool for small animals. That's going to be challenging. So I don't quite know how to answer that, but I'm sure YouTube may have some solutions on that. But yeah, there's no doubt it may not be as accurate, but there might be a way to at least track it if it's consistent, right? So if the owner is taking the same weight the same way all the time, then at least we'll have a trend. Thank you, and Sarge. Someone here says luggage, which is a great idea. Yeah, I see someone wrote on there, small animals are frequently use a luggage scale with the pet and the carrier shopping bag. I think that's actually a fantastic idea. Thank you for helping out there. I think we'll have time for one more question, and then we'll be moving on to the French presentation. But as I said, I will take note of all these questions and pass them along. If a non-client asks for some gabapentin for a car ride and their regular vet is not available, can I prescribe and dispense the medication after a phone call and once I collect the client and patient information? I think, again, that depends on your jurisdiction. So I think it's important to
in that case, if you don't know the patient, then you're likely going to have to establish a VCPR for that patient. And then is that going to be established with, virtual means or a physical exam means? So I think that's a tougher question to answer. Wonderful. Thank you, everybody. And thank you, Serge. We really appreciate this. Well, thank you. And I hope everyone enjoyed it. And please email me with your comments. Thanks again. So I'll just be switching to the French conversation. Oops. Okay, just about to. Okay, let's just try to share screen again. Okay. Perfect. Let me pause sharing. Just going to try to put up my video again. Okay. Laura, can you see my video right now? Yep, you're good. Okay. Okay, so I think we'll go ahead and start. We'll go ahead and start with the French presentation. Let me just go ahead and put this back up. Sorry, it's giving me some weird issues here. Okay. Laura, can you see that okay? Yeah, looks great. OK. Donc, on va commencer la présentation en français. Je veux juste m'assurer que tout le monde est capable de connecter. Parfait. Donc, bon après-midi à tout le monde. Merci d'être parmi nous. Je veux juste vous demander de juste faire attention au son, si vous êtes capable de presser le bouton mute là, qui apparaît sur Zoom, juste pour pas qu'on vous entende en arrière. Donc, la présentation aujourd'hui, c'est sur la télémédecine vétérinaire. Donc, ça va être une séance de questions-réponses sur c'est quoi et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir ce service. Je m'appelle Serge Chaloub, promotion FMV 2004, diplomate ACVM en des petits animaux, médecine interne des petits animaux. Je fais partie du comité des enjeux nationaux de l'ACMV et je suis présentement professeur à la faculté de médecine vétérinaire, Université de Calgary. Donc, on va débuter. Donc, la première question, c'est quoi la télémédecine vétérinaire? C'est la pratique de la médecine vétérinaire à distance par des moyens de télécommunication entre un médecin vétérinaire et un propriétaire d'animal. Donc, en effet, c'est un outil de pratique et c'est une communication d'informations médicales concernant l'état de santé du patient et des méthodes électroniques. Ce qui est très, très, très important à comprendre, c'est qu'avant de pratiquer de la télémédecine vétérinaire ou avant de pratiquer la médecine vétérinaire en général, il faut avoir une relation médecin-vétérinaire-client-patient valide. Ça doit exister avant de pratiquer de la médecine vétérinaire et surtout pour la télémédecine. Toute autre exigence réglementaire, donc le consentement éclairé, doivent être respectées pour permettre à un médecin vétérinaire d'établir un diagnostic et de traiter un patient en utilisant la télémédecine. Donc, c'est quoi une relation médecin vétérinaire client-patient valide? C'est là où un médecin vétérinaire, premièrement, assume la responsabilité des soins médicaux de l'animal d'un client et aussi le client accepte de suivre les instructions du médecin vétérinaire. Donc, ça indique que le médecin vétérinaire a une connaissance adéquate de l'animal pour poursuivre le diagnostic et le traitement de diverses affections.
Et ça aussi implique des soins et un suivi en temps opportun de l'animal. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça qui fait l'établissement d'une relation médecin vétérinaire client valide. La mise en place de cette relation nécessite le plus souvent que le médecin vétérinaire effectue un examen physique. Oh, je veux juste demander, je pense qu'il y a un participant qui a toujours son micro allumé. Juste faire attention que vos micros sont éteints. Je pense que ça coupe la conversation. Donc, la mise en place de cette relation valide, la plupart du temps, on a besoin d'effectuer un examen physique ou une visite sur place pour les grands animaux. Une fois que cette relation est établie, elle peut généralement être poursuivie par la télémédecine. Ça, c'est à travers le Canada, il n'y a pas de problème avec ça. Une fois que cette relation est établie, on a le droit dans la plupart des provinces de pratiquer la télémédecine. Et c'est le vétérinaire qui va utiliser son jugement clinique pour déterminer ce qui est mieux pour l'animal. Cependant, dans certaines provinces, Ontario, temporairement en Colombie-Britannique, Québec et en Alberta, une relation médecin-vétérinaire client-patient peut être établie de façon virtuelle. Je vais expliquer un petit peu plus c'est quoi, en utilisant la télémédecine. Donc, ça, c'est nouveau, mais c'est à cause de la pandémie. Oups, je vais juste avancer. D'autres définitions, c'est quoi la télésanté? C'est un terme global de l'American Veterinary Medical Association qui englobe toutes les utilisations de la technologie visant à fournir de l'information sur la santé ou l'éducation par des moyens à distance. Donc, selon le AVMA, la télémédecine est un volet de la télésanté lorsqu'une relation médecin-vétérinaire client-patient valide existe déjà. En passant, j'ai oublié de mentionner que sur le site de l'ACMV, il y a un document qui accompagne cette présentation, qui a toute l'information et aussi cette présentation va être enregistrée pour vous d'être capable de regarder ça plus tard. Qu'est-ce que c'est la téléconsultation ou la téléexpertise? Donc, il faut juste faire attention parce qu'il y a une différence dans les définitions selon si on parle des définitions européennes ou aussi de l'AMVQ. Donc, je vais juste vous mentionner les deux. Selon le AVMA, la téléconsultation, c'est la consultation par divers moyens de télécommunication d'un autre vétérinaire par un médecin vétérinaire traitant qui souhaite obtenir des conseils. Donc, je vais expliquer un petit peu plus c'est quoi. Selon l'AMVQ, par contre, ça, c'est de la téléexpertise. Donc, des exemples de la téléexpertise ou, selon l'AVMA, téléconsultation. Des exemples, c'est discussion de cas avec un spécialiste, comme un radiologiste, pathologiste ou un interniste, ou peut-être aussi avec un autre collègue. Ceci n'est pas considéré de la télémédecine. Donc, la téléexpertise n'est pas considérée de la télémédecine. Et c'est le médecin vétérinaire traitant qui est responsable de tous les renseignements qui sont recueillis. Donc, selon l'AMVQ, la téléconsultation, la définition va être un petit peu différente que l'AVMA, la téléconsultation a pour objet de permettre à un vétérinaire de donner une consultation à distance au sujet d'un animal ou des animaux. Donc, la téléconsultation, c'est l'acte de la télémédecine entre le vétérinaire et le client-patient sous la relation médecin-vétérinaire-client-patient. Donc, c'est juste une différence de définition et c'est plus une définition européenne et aussi de l'AMVQ. Donc, quand on parle de télétriage, c'est ce qu'un médecin vétérinaire fait ou un membre du personnel d'un établissement vétérinaire va faire en donnant de l'information médicale générale. Donc, le but avec le télétriage, ce n'est pas à établir un diagnostic ou à traiter un patient, c'est vraiment de l'information générale. Donc, par exemple, l'avis sur la nutrition ou la santé générale ou faire des recommandations d'un examen. Donc, c'est vraiment de l'information générale et ce n'est pas spécifique à traiter un patient. Est-ce que j'ai le droit d'offrir des services de télémédecine dans ma région? C'est important de consulter la réglementation en vigueur dans votre province concernant la télémédecine vétérinaire et l'établissement d'une relation médecin vétérinaire-client-patient valide. Donc, c'est vraiment la définition de cette relation qui est très importante et qui varie d'une province à l'autre. En raison, encore une fois, de la pandémie, certaines provinces autorisent temporairement l'établissement d'une relation médecin vétérinaire-patient virtuelle en cas de nécessité. Et ceci va être fondé sur le jugement clinique du médecin vétérinaire. Et aussi, ce vétérinaire doit exercer sa profession dans un établissement. C'est-à-dire qu'il doit toujours faire partie de son établissement, l'hôpital ou la clinique vétérinaire
agréés. Fait que ça, c'est important. Donc, juste pour mettre ça sous une autre forme, si on considère la télémédecine, à gauche, si on a déjà une relation médecin vétérinaire client-patient existante, dans la plupart des provinces, il n'y a aucun problème. On peut utiliser la télémédecine dans la plupart des provinces. Par contre, si on ne connaît pas le client ou l'animal et on considère une nouvelle relation médecin vétérinaire client-patient, dans la plupart des provinces, un examen physique est requis pour établir cette relation. Par contre, on a le droit en Ontario de créer cette relation de façon virtuelle et temporairement, on a le droit en Colombie-Britannique, au Québec et en Alberta de créer cette relation médecin vétérinaire client-patient par de moyens virtuels. Donc, comment la télémédecine peut être utilisée? Mais encore une fois, c'est un outil qui va élargir notre capacité de fournir des soins à nos patients. Je vais vous faire référence à un document de l'AMVQ parce qu'ils ont des arbres décisionnels que je trouve très intéressants et qui expliquent très bien, selon moi, c'est dans des bons exemples de quoi faire et quoi peut-être considérer en termes de télémédecine. Mais des exemples, on peut parler des examens de contrôle, donc un patient avec de la diarrhée chronique là, qui n'a pas trop changé, suivi de maladies chroniques chez des patients connus, certains soins préventifs comme les renouvellements des ordonnances de produits contre les ticks-puces et la prévention d'Irophilariose, entre autres. Encore une fois, le document de l'AMVQ donne beaucoup plus d'exemples concernant ça pour les petits animaux. Dans les limites de la pandémie, la télémédecine, encore une fois, peut faciliter la collecte d'informations à distance auprès des propriétaires d'animaux qui ont de nouvelles préoccupations concernant la santé de leurs animaux. Donc, au lieu que les clients arrivent avec leurs animaux, on peut utiliser la télémédecine pour commencer l'établissement de la relation vétérinaire patient-client et vraiment prendre toutes les informations qu'on a besoin. Je veux parler de l'examen dans une minute. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, que ça pourrait aussi également servir à offrir des services vétérinaires à ceux qui sont moins susceptibles de visiter les établissements vétérinaires pour d'autres raisons. Donc, on parle de distance, transport, des animaux qui sont anxieux, situation familiale, maladie du propriétaire, etc. Et aussi, ça va aider de réduire les déplacements au maximum, mieux protéger les clients, les animaux et les équipes vétérinaires. Donc, comment la télémédecine peut être utilisée? Quand on parle de l'examen du patient, il y a vraiment deux façons. Soit effectué virtuellement avec le propriétaire qui suit vos instructions et vous fait part de ses observations. On va parler de limitation de ça dans une minute. Encore une fois, il faut penser à la réglementation dans votre province. Au Québec, on a le droit temporairement. Et aussi, si on a déjà une relation existante, bien, c'est sûr qu'on a le droit. Avec une nouvelle relation virtuelle, bien, c'est vraiment encore une fois un jugement clinique. Est-ce qu'on va être capable d'avoir toute l'information qu'on a besoin? L'autre façon d'examiner le patient, bien, c'est un examen physique, l'animal déposé chez nous, chez vous, à votre établissement pour l'examen. Et en même temps, on peut faire des tests diagnostiques et des traitements aussi en même temps. Donc, ça continue de fournir des soins médicaux vétérinaires tout en respectant les conseils de distanciation sociale. Donc, encore une fois, pour l'examen virtuel ou physique, si on parle d'examen virtuel, c'est important de s'assurer que le client a la possibilité de nous fournir des renseignements nécessaires si un examen virtuel est jugé approprié. Donc, on parle d'un espace bien éclairé et calme, une communication qui est claire, etc. Il faut s'assurer aussi que l'examen est choisi dans le meilleur intérêt du patient. Et c'est possible même de changer d'avis pendant l'examen virtuel et demander au client d'amener l'animal pour un examen physique. Donc, c'est important de considérer ça. Quelles sont les limites de la télémédecine? C'est une extension de ce qu'on fait déjà en médecine vétérinaire. Ça ne remplace pas ce qu'on fait. Donc, autrement dit, si un examen physique ou des tests diagnostiques sont nécessaires, il faut les recommander. Ça ne change pas. Dans le respect des consignes de distanciation sociale, bien sûr, il y a des limites dans l'examen virtuel, des limites de la technologie, aussi de la limite de ce que le client peut nous décrire par moyen virtuel aussi. Donc, c'est important de considérer ça. Est-ce que la télémédecine permettait de prescrire des médicaments? Bien,
en médecine vétérinaire, pour prescrire des médicaments, on a besoin, encore une fois, d'une relation médecin vétérinaire client-patient valide. Ça ne change pas quand on parle de télémédecine. Donc, si on a déjà une relation existante avec un client-patient, il n'y a pas de problème en tant qu'on se sent confortable à faire la prescription. Avec une nouvelle relation médecin vétérinaire client-patient virtuelle, encore une fois, temporairement, on a le droit, mais ça va être vraiment un jugement clinique. Encore une fois, est-ce qu'on a assez d'informations pour faire le diagnostic et faire la prescription? C'est quoi la sévérité des symptômes? Genre de médicaments qu'on va prescrire, le besoin d'un examen physique, oui ou non, besoin de tests diagnostiques, oui ou non, avant de faire la prescription. Dans tel cas, puis-je utiliser la télémédecine? Je vais vous référer à ces guides que personnellement je trouve super. Donc, on a le guide de l'AMVQ. Et encore une fois, ces guides-là, vous allez les trouver soit directement avec l'AMVQ ou soit sur le site de l'ACMV sous télémédecine. Vous allez trouver un lien pour ce guide-là et un lien pour d'autres guides aussi. Il y a aussi de l'information de l'OMVQ qui a probablement été distribuée les dernières semaines. Et aussi, vous voyez ici le site de l'ACMV. Il y a Dr. Scott Weiss qui a préparé ce document, Veterinary Medicine During a Time of Restriction of Elective Services and Social Distancing. Il y a aussi le British Small Animal Veterinary Medical Association qui a préparé un outil aussi pour décider qu'est-ce qu'on peut faire, des suggestions en fait de qu'est-ce qu'on peut faire avec la télémédecine. Je vais juste cliquer sur le lien de l'AMVQ pour vous montrer le document. Donc, ce document commence avec, explique que pendant la pandémie, l'OMVQ a annoncé qu'on peut utiliser notre jugement professionnel pour utiliser la télémédecine, même sans avoir une relation déjà établie avec un client-patient. Si on descend un petit peu plus dans le document, il y a des définitions importantes concernant la télémédecine. Après ça, il y a une discussion de quel cas on peut voir avec la télémédecine. Donc, j'aime bien ça parce que ça donne des exemples. Il y a aussi une arme. Je vais vous montrer l'arme dans un moment. Je vais juste descendre un petit peu. Voici l'arbre décisionnel que vous allez voir ici qui pourrait vous aider à comment utiliser la télémédecine justement pour aider vos patients. Donc, je vais juste retourner à mon PowerPoint. Donc, ça, c'est l'AMVQ. On a aussi le site de l'ACMV. On ne voit rien. Oh, pardonnez-moi. Est-ce que là, vous voyez mon PowerPoint? Ma présentation? Non. Pas du tout? Tout ce que l'on voit, c'est le guide de l'AMVQ, OMVQ, site de l'ACMV, mais on ne voit pas ton arbre décisionnel. Ah, voilà. Est-ce que là, vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Attends, je vais réessayer. Juste un moment. Est-ce que là, vous voyez le document? Non, pas encore. Attends, je pense que j'ai trouvé la solution. Je vais juste rentrer ici. Ah! Là, vous le voyez? Oui, là, c'est mieux. Parfait. OK. Fait que je vais juste passer à travers. Donc, ce document, je le trouve très complet parce qu'encore une fois, ça explique la position de l'OMVQ concernant la télémédecine et le fait que vous avez le droit de créer une relation médecin vétérinaire client-patient de façon virtuelle, temporairement, bien sûr. On va descendre aussi. Il y a des définitions de c'est quoi la télémédecine, les autres choses aussi. Et je vais descendre un petit peu plus. Là, on parle des types de cas. Encore une fois, c'est un guide. Donc, ça aide un petit peu, ça explique un petit peu qu'est-ce qu'on peut utiliser la télémédecine, pourquoi. Ça donne des exemples, comme s'il y a des exemples de dermato, puis en tout cas, etc., etc. Je ne vais pas passer à travers ça, mais vous aurez accès à ça, soit en allant sur le site de l'AMVQ ou le site de l'ACMV. Et l'arbre décisionnel, vous allez voir, ça commence ici un petit peu plus bas. Ça commence plus à faire ce suivi à distance, etc. Donc, on ne va pas passer à travers juste en termes de temps, mais je voulais montrer que c'est un guide très pratique. Je vais juste retourner à ma présentation. Est-ce que là, vous voyez ma présentation PowerPoint ou vous voyez toujours le guide? Non, c'est bon, on voit ta présentation PowerPoint. Parfait. OK, merci.
Donc, je vais juste retourner à ça. OK. Donc, là, je vais juste parler de consentement du client, dossiers médicaux et l'enregistrement des conversations. Donc, le consentement, ça ne change rien. Le consentement éclairé doit toujours être obtenu, même si on fait de la télémédecine. C'est important de le noter dans le dossier de l'animal qu'un consentement verbal écrit a été obtenu. Ça fait qu'écrit peut-être par courriel. Ou si vous utilisez une des plateformes, je vais parler des différentes plateformes pour faire de la télémédecine. En termes de dossiers médicaux, encore une fois, ça ne change rien. Il faut continuer à tenir des bons dossiers médicaux, de tout documenter de manière appropriée et détaillée, toutes les constatations médicales pertinentes dans un dossier officiel et écrit. Et en termes d'enregistrement, donc beaucoup des plateformes, nombreuses plateformes là, de télésanté, même Zoom ou Microsoft, toutes les plateformes là, je vais vous montrer dans une minute, ont la possibilité d'enregistrer les consultations. Pour vous aider à la tenue des dossiers et aussi d'être capable de partager avec les propriétaires afin qu'ils puissent passer en revue vos instructions. Donc, c'est pratique. Par contre, en général, ce n'est pas nécessaire de faire ça et c'est important d'avoir le consentement direct du client pour enregistrer la conversation. C'est très important. Donc, en termes de quelle plateforme à utiliser, il n'y a pas de normes vétérinaires canadiennes en termes de quelle plateforme à utiliser. C'est sûr que déjà, plusieurs d'entre vous, déjà, vous pratiquez de la télémédecine. C'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Quand on utilise la messagerie de texte, des courriels, les clients nous envoient des vidéos, photos, puis on répond. Mais en fait, c'est considéré de la télémédecine. C'est important de documenter ça. Après ça, on passe à l'appel vidéo en direct. Je pense que c'est ça vraiment qui commence à changer. C'est ça qu'on va commencer à faire de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, il y a des plateformes de communication en ligne comme Microsoft Teams ou Zoom qu'on pourrait utiliser. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, mais Zoom a eu des problèmes de sécurité. Donc, c'est sûr que ces plateformes comme quand on parle de Skype ou Zoom ou Microsoft Teams, il y a de la sécurité, mais pas à 100%. Ce n'est pas de la sécurité là, vraiment très forte. Après ça, il y a des plateformes plus complètes et élaborées qui offrent une sécurité accrue et plus d'outils. Je vais vous en parler dans un moment. Ça, c'est des plateformes. Et en fait, il y a des compagnies canadiennes qui offrent des plateformes de télésanté pour vous aider à pratiquer la télémédecine. Finalement, ça dépend de vos besoins en tant que fournisseur. La facilité d'utilisation, la sécurité, mode de paiement, je vais parler des modes de paiement dans une minute, la documentation, capacité vidéo, le nombre d'utilisateurs, etc. Certaines plateformes de télésanté, je vais vous en parler, offrent aussi des logiciels en français. Fait que ça, c'est intéressant. Qui ne sont pas juste en anglais, il y en a aussi qui sont en français. Qu'est-ce que je devrais faire en termes de paiement? Bien, c'est sûr que c'est pas vraiment le but aujourd'hui de parler de qu'est-ce qu'on devrait charger, mais selon moi, c'est important de quand même charger. On offre un service, c'est quand même un service de médecine vétérinaire, c'est sûr que c'est un peu différent. Donc, c'est vraiment une extension de votre pratique actuelle. Pour charger, il y a déjà des plateformes qui existent en ligne. Je pense que la plupart du monde connaissent PayPal. C'est assez facile à créer un compte PayPal. Il y a aussi des transferts de fonds par courriel, c'est déjà fait ça aussi. Et aussi les logiciels de télésanté qui vous offrent des produits de télésanté, comment faire de la télésanté, vous offrent aussi des méthodes de paiement déjà inclus dans leur programme. Donc, en termes de ressources, je vais vous montrer ici sur cette page ici. Je vous ai offert plusieurs ressources que j'ai trouvées. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Et en fait, sur le document de l'AMVQ, il y a d'autres ressources aussi qui sont très intéressantes. Donc, la première ressource sur cette page ici, c'est la page sur le COVID. Oups, c'est marqué COVID-10, c'est pas COVID-10, pardonnez-moi, c'est COVID-19. Sur le site de l'ACMV, vous allez voir toute l'information pertinente concernant les animaux et COVID et aussi télémédecine et les autres téléconférences qui ont eu lieu. Il y en a une plus tôt aujourd'hui aussi, je pense, concernant les affaires et la médecine vétérinaire et la pandémie. Vous allez trouver aussi un guide pour l'AMVQ qui est là. Il y a le blog de Dr. Weiss qui est très, très intéressant. Il vous donne toute l'information que vous avez besoin concernant les animaux et COVID. Il y a l'outil de triage du British Small Animal Veterinary Association.
Vous allez aussi trouver un lien pour Zoom qui est là, un lien pour Microsoft Teams. Il y a un lien aussi pour quelque chose qui s'appelle JotForm. Ça, c'est une compagnie qui a créé une façon de créer des formulaires. Je trouve ça très intéressant et très utile. En tout cas, si vous voulez jouer avec ça, vous allez voir, je trouve ça très intéressant. Après ça, les 3 prochains liens qui sont là, puis ça, c'est encore une fois, ça va être sur le document sur l'ACMV de télémédecine en français. Si vous allez sur l'ACMV, vous allez trouver ce document avec tous ces liens et toute l'information dont j'ai parlé aujourd'hui. Les 3 plateformes de télésanté canadiennes, donc c'est des compagnies canadiennes. Il y en a 3 que j'ai vues. Il y a SmartVet, Pasi et GoFetch. De ceux que j'ai vus, SmartVet et Pasi offrent des services en français, plus ou moins complètes. C'est sûr que je pense de ce que j'avais parlé aux 2 compagnies, puis ils m'ont dit que la plupart des services en termes de programmation vont être offerts en français. Ils sont déjà offerts en français. GoFetch, c'est en fait une compagnie que je ne connais pas trop. J'ai eu juste la chance de jouer un petit peu avec ça la semaine passée. VetNow, c'est une compagnie américaine qui offre services de télémédecine, y compris les soins spécialisés, et aussi de télésanté. Doxy.me, c'est une plateforme de télésanté américaine pour des professionnels de la santé, surtout du côté humain. Il y a aussi le service de télétriage de LifeLearn, je voulais juste vous l'indiquer là. Ça fait une couple d'années que ça, que c'est présent. Et sur ça, je vais vous laisser avec mon courriel ici de l'Université de Calgary et vous dire un gros merci. Et je vais prendre vos questions. Je vais juste ressortir le chat. OK. Bon, je vais lire vos questions. Les premières questions, désolé, concernant le document. Je n'avais pas compris qu'il fallait faire un autre share pour être capable de voir le document. Mais là, finalement, ça a bien fonctionné. Oui, est-ce que vous aurez le PowerPoint? Ça me fera plaisir de vous envoyer le PowerPoint par courriel. Vous avez juste à m'envoyer un courriel, le courriel là, que vous voyez là, schalhou@ucalgary.ca. Et ça me fera plaisir de vous envoyer ce document par courriel aussi. L'enregistrement va être présent, je pense que ça va prendre une couple de jours, sur le site de l'ACMB. Est-ce que l'OMVQ a une norme sur la sécurité et confidentialité des échanges en télémédecine? Honnêtement, je ne le sais pas. Je n'ai pas pu trouver cette information-là. J'essaie de la trouver avant cette téléconférence, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, c'est ça. Il n'y a vraiment pas un standard canadien pour le moment. Je pense que c'est sûr que avec cette pandémie, on va probablement en développer une. Mais en termes de l'OMVQ, non, je ne connais pas s'il y a une norme spécifique. Donc, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me communiquer par courriel. Ça m'a fait plaisir de vous offrir ça. J'espère que vous avez trouvé ça utile et merci beaucoup. Je ne sais pas si on est encore en ligne. Je vois qu'il y avait une dernière question. Est-ce que la rencontre vidéo avec le client est essentielle ou est-ce qu'une discussion téléphonique avec le client avec photo à l'appui peut faire partie de la télémédecine? La réponse est oui. En fait, c'est ça, on en fait déjà de la télémédecine. Quand on parle avec un client puis nous envoie des photos, une vidéo, c'est de la télémédecine. Fait que finalement, ça ne change pas. Par contre, par vidéo, c'est sûr que ça nous offre peut-être plus d'informations parce qu'on est capable de voir le client, voir l'animal aussi en même temps. Mais discussion par téléphone, envoi par courriel de photos, vidéos, c'est déjà de la télémédecine. Ça ne change pas les règlements. Il faut quand même documenter le tout dans notre dossier médical.
Donc, une question aussi, est-ce qu'un service mobile, un bureau, un travailleur autonome peut faire de la télémédecine? Très bonne question. De ce que j'ai compris du règlement de l'OMVQ, pour pratiquer de la télémédecine, c'est le même règlement pour pratiquer la médecine vétérinaire. Normalement, on fait partie d'une clinique, d'une place qui est déjà un permis pour pratiquer la médecine vétérinaire. Donc, honnêtement, je ne sais pas trop comment répondre à la question. Je pense que ça va être important en plus de communiquer avec l'OMVQ concernant ça, mais de ce que je comprends, oui, si vous avez un service mobile et l'OMVQ vous a déjà certifié, vous ne devrez pas avoir problème de pratiquer la télémédecine à travers ça. Et même pour établir une nouvelle relation. OK. Merci beaucoup.